Bienvenue donc pour ce webinaire qu'on a décidé de vous proposer dans le cadre des inspirations d'une façon générale, et notamment il y a le projet commun évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est transformation digitale, etc. Donc on va être avec Régis Monod qui va se présenter rapidement, un petit peu après, qui travaille chez Steelcase, et avec Régis on échange depuis quand même quelques années maintenant finalement, à travers Tout à différentes fait. communautés sur les travaux notamment de Steelcase, qui sont pour moi assez inspirants, que ce soit en termes d'équipement, de nouvelles habitudes, de nouveaux modes. Et il y a beaucoup de R&D qui est fait du côté de Silkase, et c'est pour ça que ça me semblait inspirant. Et donc la thématique qu'on vous propose aujourd'hui, c'est justement à l'heure du travail hybride, c'est quoi les nouveaux besoins de l'entreprise, les nouvelles attentes des salariés. C'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de voir avec Régis. Juste pour info, donc on va enregistrer ce webinaire pour le proposer en replay pour ceux qui ne pourraient être parmi nous, notamment un replay qui sera proposé en interne ES essentiellement. Juste Super. avant de commencer, ce que je vous propose, c'est parmi les participants, juste que ce webinaire, on l'a aussi voulu l'ouvrir à l'extérieur, donc il y a différentes personnes venant de l'extérieur. Donc ce que je vous propose, c'est juste d'écrire simplement dans le chat le nom de l'entreprise, alors que ce soit pour mes collègues DS, de l'entreprise à laquelle vous appartenez. Ça permet juste de se donner une petite photographie très rapidement de qui est présent parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse juste peut-être une petite minute pour écrire cette partie-là. Je vais prendre la conversation pour la suivre. Voilà. Du coup, donc Strasbourg Electric Réseau, Itizy, donc Marc Trottmann, qui est aussi un offreur de solutions que je croise dans la communauté des offreurs de solutions industrie du futur, et qui Super. notamment on peut parler du reste, et qui accompagne notamment aussi des entreprises sur ces transformations, qui était déjà intervenu dans un webinaire qu'on avait organisé avec d'autres clients, notamment pour parler de ces développements, de ces déploiements des outils, notamment Microsoft 365 dans les entreprises. Voilà, Gwenaëlle, consultante formatrice à mon compte, ok. Bon, pendant que vous continuez du coup d'écrire cette partie, du coup, Régis, je te laisse la parole, ce sera le plus simple. Hein, Ok, écoutez, voilà. bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour vous connecter en effet à ce partage qu'on voudrait un petit peu sur un format de table ronde. J'ai présenté à Bernard rapidement, nos recherches évoluent constamment dans un monde très mouvant. On n'a jamais, nous, en tant qu'aménageurs d'espace de bureau, eu autant de révolutions avec une accélération en termes de processus et d'outils absolument incroyable. Donc on avait déjà d'ailleurs partagé des premières recherches, Bernard, il y a un an de ça. Tout à fait. L'objectif serait de vous partager la poursuite de ces futures recherches autour du travail hybride. Donc pour ma part, Régis Monod, je suis en charge du développement de la marque Steelcase sur on va dire le quart nord-est de la France et le Luxembourg. Steelcase, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc alors, anciennement Strafort, les forges de Strasbourg, donc on a un attachement tout particulier à la région. Steelcase est leader mondial dans l'aménagement d'espaces de bureaux. Nous sommes concepteurs et fabricants de nos propres solutions mobilières. On a notamment une magnifique usine sur Sarrebourg qui produit tous nos sièges de travail pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et nous sommes une entreprise portée par des valeurs fortes et comme disait Bernard, on mène beaucoup de recherches en effet qui vont nourrir aussi notre développement produit. On veut observer comment les gens travaillent pour proposer des solutions produits adaptées à ces nouveaux besoins. Ère du travail hybride. On a essayé, donc on a énormément de clients avec lesquels on va travailler pour essayer de comprendre un petit peu quelle est la nouvelle situation autour du monde du travail au sens large. Et je propose de partager tout de suite ce qu'on appelle, nous, les nouvelles priorités. Donc, on a interrogé à la fois les entreprises, mais aussi les collaborateurs pour essayer de mieux comprendre, suite à cette pandémie, quels sont les nouveaux besoins, nouvelles attentes par rapport à l'espace de travail. Bernard, si tu veux passer à la slide suivante. Donc n'hésitez pas à soit ouvrir vos micros, on n'est pas très nombreux, donc on peut vraiment avoir une discussion, ou à poser une question dans le chat pour qu'on puisse Posez y plutôt répondre. les questions dans le chat et je les reprendrai à des moments Ouais, très bien. un peu Ok. opportuns. Quoi.
Donc, premier focus au niveau des collaborateurs, des individus. Suite à cette pandémie, quels seraient ces nouveaux besoins et attentes? Alors, ce qui revient en priorité, c'est tout d'abord le sentiment d'appartenance. Avec le télétravail qui s'est développé, que ce soit un jour, 2 jours, voire même 3 jours, il y a un vrai besoin de sentir quand même appartenir à une communauté. On parle beaucoup de confiance, de projets communs, de trouver du sens finalement aussi à ce travail ensemble. Un deuxième besoin qui revient aussi régulièrement, et c'est aussi suite à toute la liberté finalement qu'on a laissé aux gens de gérer leur travail dans différents lieux et à différents moments, c'est une notion de contrôle, pouvoir choisir où, quand et comment travailler. Ce qui veut dire qu'on a augmenté le terrain de jeu. Maintenant, on peut travailler de chez soi. On n'est pas obligé de venir tous les matins au bureau central pour travailler. Et donc, les gens sont vraiment à l'écoute, en demande de cette notion de contrôle élargi. Troisième élément qui revient aussi régulièrement, c'est la notion de productivité. Quand on revient au bureau, finalement, on demande encore plus qu'auparavant en termes de possibilités pour pouvoir certes collaborer. On a pensé au début que l'espace de travail deviendrait qu'un espace de collaboration, mais non, on a aussi besoin de pouvoir se concentrer, on en reparlera ensuite, mais aussi de nouer des relations, etc. Et la productivité se déplace aussi au niveau du travail hybride sur la notion de présentiel versus distanciel. Comment offrir, on le reverra ensuite, la même équité, la même productivité finalement, qu'on soit physiquement présent au bureau ou à distance chez soi. Notion de confort qui revient aussi beaucoup. Quand on revient au bureau, c'est aussi pour avoir mieux que chez soi, donc sentiment de bien-être. Les gens se sont aussi recréé leur petite bulle à la maison avec des équipements informatiques des fois qui sont même meilleurs que ce qui était proposé auparavant au bureau. Donc ça crée aussi une tension par rapport aux espaces de bureau, aux attentes qu'on peut avoir en revenant au bureau. Et enfin, cinquième besoin qui est pour nous en tant qu'aménageurs d'espace toute nouvelle, c'est la sécurité. Il faut que les gens se sentent en sécurité, à la fois physique et psychologique. Alors je ne sais pas si vous avez encore vos fameux plexiglas dans les bureaux, on parlait de 8e vague, finalement, bon, elle est bien là. Donc, il y a cette notion de je reviens en communauté, mais il faut absolument que l'entreprise ait tout fait pour pouvoir m'assurer ma sécurité au sein de l'espace de travail. Donc voilà ce qui ressort en termes d'enquête au niveau des besoins des individus. Si on maintenant se place côté entreprise, le premier élément qui nous est cité, c'est la notion de résilience. On s'est tous fait un petit peu avoir au début de la pandémie en disant comment on adapte des aménagements qui restaient quand même assez figés et comment s'assurer que l'entreprise pourra faire face à d'autres adversités, affronter d'autres changements, s'assurer que on évite ce qu'on a pu faire, des grands panneaux attention, interdiction de s'asseoir sur un siège sur 2, etc., qui étaient un petit peu à l'encontre de ce sentiment de sécurité dont on parlait. Donc il faut que l'aménagement d'espace soit vraiment quelque chose de malléable et qui puisse aussi favoriser quand les gens reviennent l'apprentissage en continu, que les gens puissent se rencontrer avec de nouveaux espaces aussi d'innovation. On en parlera ensuite. Deuxième élément qui revient, qui rejoint évidemment le sentiment d'appartenance latente des individus, c'est la communauté. Quand on a des collaborateurs qui sont coupés finalement de l'entreprise physiquement 1, 2 ou 3 jours en télétravail, quand ils reviennent, il faut tout faire pour renforcer l'adhésion à la culture, l'implication, l'inclusion et l'engagement, ce qui veut dire que le leadership, par exemple, devrait être beaucoup plus facilement accessible aux collaborateurs quand ils reviennent pour vraiment favoriser, encore une fois, ce sentiment communautaire. Ce qui rejoint le troisième point avec le projet commun. On a beaucoup parlé de transparence, de confiance. Il faut créer de la clarté. Quand les gens sont moins, encore une fois, physiquement présents au bureau, ils ont moins soit leurs collègues ou leurs managers disponibles tout de suite pour aider et donner finalement le cap
et le sens à leur travail. Donc, on parle de leadership commun. Le capital social, vaste sujet sur la difficulté d'attirer et retenir les talents. La première question souvent qui est posée quand on entretient aujourd'hui, c'est combien de jours de télétravail vous allez m'offrir. Donc il y a un vrai besoin aussi de transparence, de mettre de sens des responsabilités au niveau dans la relation entreprise et collaborateurs. Et enfin l'innovation. Comment continuer à favoriser la créativité alors que les gens sont pas finalement tous présents sur un même lieu. On parlait souvent auparavant de sérendipité, avoir la bonne idée par hasard parce qu'on s'est croisé au café le matin. Comment les espaces peuvent aussi continuer à supporter cette notion d'innovation, de prise de risque. On se rend compte qu'à distance, on arrive à faire relativement facilement, on est tous étonnés d'ailleurs, des tâches de travail plutôt individuelles. Ça marche très bien, mais par contre, en effet, tous ces accidents finalement tous les jours de rencontres qui allaient faire naître ces idées communes sont un petit peu entravés. Donc voilà, on voit qu'on a des besoins individus, un besoin entreprise qui sont plus ou moins communs, ce qui nous amène à des tensions en fait sur la façon dont on percevait l'espace de travail auparavant. On a de nouvelles attentes, de nouveaux besoins. Auparavant, on était sur un bureau qu'on voulait très ouvert. Et on voit avec, rappelez-vous, au niveau individu, ce besoin d'avoir plus de productivité, plus de contrôle. On se rend compte qu'on a un vrai besoin aussi d'espace dédié. Quand on revient au bureau, on doit aussi pouvoir se concentrer. On a certes des besoins d'interaction encore plus forts qu'auparavant sur les quelques jours qu'on vient au bureau. En même temps, cette recherche d'intimité, on parlait souvent chez nous de choix et de contrôle par rapport à l'espace de travail, pouvoir choisir où travailler par rapport à son besoin immédiat et de pouvoir contrôler son niveau d'intimité. Donc, encore une fois, l'idée reçue qu'on avait vue dans la presse auparavant de dire le bureau de demain sera un bureau que collaboratif, un peu type coworking, on revient que pour se retrouver et on fait son travail individuel qu'à la maison, ne peut pas fonctionner. Donc il y a bien cette dualité, cette tension entre interaction et intimité. On a aussi une tension avec ce travail à distance, c'est la notion d'équité. On parlait de productivité pour les gens qui sont au bureau, certes, mais aussi à la maison. Comment, dans toutes ces réunions hybrides, c'est un bel exemple, là on n'est que à distance, mais si on a la moitié de l'équipe qui est présent physiquement, l'autre moitié à distance, comment permettre aux gens à distance de pleinement participer de manière performante et productive à la réunion. Et enfin, on a une tension entre, rappelez-vous, ce besoin entreprise de résilience, donc d'espace plutôt agile, qui va pouvoir se reconfigurer par rapport à des éléments extérieurs ou des besoins internes par rapport à des gestions de projets, d'équipes, etc. Donc, espace agile et en même temps, une tension qui est tout à fait acceptable d'économie de mètre carré. Quand on se dit que les gens sont 2 jours à la maison, on se dit forcément, il y a peut-être des économies de mètre carré à réaliser. Par contre, ça peut être antinomique. Plus je densifie les espaces, moins je pourrais finalement les réaménager et les faire bouger. Donc, moins ils seront agiles. Donc, voilà un petit peu où nous en sommes sur notre réflexion sur cette tension. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ces tensions? Est-ce que vous les vivez chez vous? Et après, on passera au travail hybride. Si tu veux peut-être, Bernard, revenir juste en arrière d'une slide. Bon, enfin, pour ma part, on le voit que, alors c'est pas propre dans nos entreprises, c'est propre un peu dans tous nos différents cadres de vie, que ce soit associatifs, entreprises, universitaires et autres. On rencontre les mêmes questionnements et on voit que c'est des curseurs à déplacer et à adapter effectivement selon les besoins des métiers qui sont pas les mêmes évidemment. Nous en tant encore une fois d'aménageurs, on n'a jamais connu une telle
évolution, révolution finalement des attentes et des tensions qu'on peut trouver par rapport aux espaces de travail actuels. Donc je propose de passer peut-être maintenant sur cette notion de travail hybride avec une question qui est assez incroyable quand on prend un peu de recul. C'est aujourd'hui les collaborateurs disent aux entreprises, mais explique-moi pourquoi je devrais revenir au bureau, pourquoi c'est intéressant pour moi. Il y a presque une notion de convaincre les gens de revenir en leur expliquant qu'ils vont avoir mieux qu'avant ou mieux que seul à la maison. Alors qu'avant, cette question n'a jamais été posée. Hein. On allait au bureau le matin à 8h, il n'y a pas de discussion, on travaillait au bureau. Et donc, on en vient vers cette notion de transformation de l'espace de travail entre le avant, ce qu'on demandait finalement aux collaborateurs par rapport à l'espace de travail, et ce après. Alors là, je prends aussi un petit peu des pincettes, on n'a pas de boule de cristal, c'est encore une fois le fruit de nos recherches. On passe d'une présence obligatoire à finalement il faut convaincre les gens qui vont avoir quelque chose d'important, de vivre quelque chose de fort en revenant au travail. Donc cette notion d'expérience collaborateur qui doit être repensée. C'est pas revenir au bureau pour revenir au bureau, mais c'est y revenir pour quelque chose de fort. On passe avant de bureaux qui étaient plutôt rigides à des, comme on le voyait, cette notion de résilience, à des bureaux qui doivent être beaucoup plus flexibles, reconfigurables, encore une fois en lien avec cette expérience repensée. On passe de bureaux qui étaient très uniformes, chacun sa place, son bureau. Très souvent, on avait des aménagements qui étaient identiques, quels que soient les départements de l'entreprise, vers quelque chose qui doit susciter plus d'enthousiasme, donc une diversité de lieux, une meilleure inclusion aussi au sein de l'espace de travail. Donc de bureaux attribués vraiment très régulièrement en open space vers cette notion, encore une fois, de choix et de contrôle, plus de choix, plus de contrôle d'intimité, ce qui veut dire que les gens vont trouver une large palette d'espace. On parle d'écosystème d'espace, à la fois pour se rendre totalement visible ou au contraire de pouvoir disparaître pour se concentrer sur une tâche si besoin. Et enfin, de technologies qui étaient plutôt fixes vers des technologies qui sont aujourd'hui partout, tout le temps disponibles dans tous les espaces. Donc là, on développe plein de produits aujourd'hui pour pouvoir supporter des écrans de partout, intégrer des caméras, intégrer des haut-parleurs. Chaque espace de réunion doit devenir un espace de collaboration phygital, à distance, hybride. Donc voilà un petit peu les grands schémas qu'on voit, encore une fois, en toute humilité. Et ce qui nous amène vers, quand on parlait d'expérience repensée, et de casser le côté très uniforme des aménagements d'espaces de bureau, ça nous amène vers en fait une réflexion plutôt au niveau des usages, de comment les gens vont utiliser demain le bureau par rapport à différents profils que auparavant sur des choses très uniformes ou des aménagements qui étaient, on va dire, un peu classiques ou hiérarchiques. Alors, bon, là, pour le but de cette présentation, on a mis 3 profils. On a accompagné une grosse entreprise localement. On était à 7 profils, donc vous voyez que la granularité des différents profils peut être beaucoup plus large que uniquement ces 3 profils, mais à titre purement d'explication, on pourrait très bien se dire, finalement, par rapport à ce nouveau travail hybride, je vais avoir différents profils d'employés. On pourrait avoir des employés dits résidents pour des fonctions qui ne sont pas, par exemple, pas télétravaillables, ou des gens qui ne souhaitent pas télétravailler. Donc là, il y a une présence au bureau qui sera plus ou moins requise, ce qui veut dire que ces personnes pourraient très bien avoir un poste attribué. Si une personne est là 5 jours par semaine, je ne vois pas trop l'intérêt de la mettre en situation de flex office. On aura une deuxième catégorie qui, a priori, est quand même aujourd'hui assez majoritaire, avec cette acceptation, on va dire, côté employeur du télétravail, qu'on pourrait appeler des employés mobiles, avec une présence sur site qui ne serait pas requise, mais qui serait plutôt encouragée. Il faut convaincre les gens de revenir. Et là, on pourrait tout à fait définir une zone dédiée, avec des postes qui seraient non attribués,
Par contre, encore une fois, ces gens, quand ils reviennent, ils ont besoin de pouvoir avoir tout un choix d'espace, pouvoir se concentrer, évidemment aussi collaborer, retrouver ses collègues sur site, contrairement aux jours passés à la maison. Et on voit une troisième catégorie qui émerge, qu'on a appelé, nous, les employés distants. Alors, il y a eu beaucoup dans la presse. Vous avez vu cette fuite de Paris, par exemple, avec des entreprises qui se retrouvaient avec des collaborateurs qui allaient habiter à Bordeaux, à Strasbourg, à Nantes ou à Marseille. J'étais très surpris sur LinkedIn, par exemple, quand vous regardez les offres d'emploi aujourd'hui. Maintenant, c'est indiqué en bas, présent sur site ou partout en France. Le partout en France, on est dans cette notion d'employé distant. Donc, ça veut dire que pour ces personnes-là, qui sont loin du bureau central, finalement, on va avoir une présence programmée. Moi, j'ai mon patron sur Paris, qui auparavant vivait à Paris, qui était tout le temps à Paris. Il a fait le choix de partir en Bretagne. Je pense que 2 ans avant, ça n'aurait jamais été accepté en interne. Et il nous dit, OK, moi, je reviens sur Paris. Semaine prochaine, je serai là mardi et mercredi. Donc, il va se réserver des espaces selon son besoin par rapport à ce qu'il doit y faire ces 2 jours de présence programmée sur Paris. Et les gens vont évidemment s'organiser aussi par rapport à cette présence programmée. Donc, si on prend maintenant cette notion de profils différents de travail hybride, on se dit attention, il faut quand même si on a des profils différents, avoir un cadre en termes d'expérience employée. Et pour nous, ce qui ressort de nos études, c'est qu'il y a 3 éléments extrêmement importants. C'est tout d'abord l'équité. Il faut que l'expérience de travail soit très égalitaire et inclusive. Donc, que je sois à la maison, que je sois au bureau, je dois me sentir pleinement intégré dans les discussions. Quand je reviens au bureau, notion d'équité aussi, il faut abolir les distances entre les employés présents, ceux à distance, ou avec aussi le management. Moi, j'ai des clients qui me disaient, c'est bizarre, j'ai eu plus de facilité à connecter avec mon manager dans les bureaux. Deuxième élément, notion d'engagement. Il faut que les gens, quand ils reviennent au bureau, comprennent qu'ils vont avoir des outils plus adaptés finalement que seul chez soi, donc avec des configurations adaptées, différentes expériences pour vraiment créer cet enthousiasme aussi au retour au bureau, pour à la fois collaborer, oui, mais aussi se concentrer efficacement. Et enfin, simplicité. Si la connexion aux outils, avec en plus cette mobilité qui se développe, est compliquée, si on met un quart d'heure pour se connecter sur Teams en arrivant au bureau, ça ne marchera pas. Donc, il faut que tout soit, en termes d'expérience, intuitif. Et permettre aussi, quand les gens reviennent au bureau, avoir le sentiment de contrôler où ils vont pouvoir aller. Donc, cette notion de pouvoir réserver un espace, ça rassure. Donc, il faut que l'expérience de trouver l'espace qui vous convient par rapport à votre besoin soit le plus simple possible. Bernard, si tu veux passer, voilà. Donc, on arrive vers... alors ça, c'est déjà quelque chose qu'on avait partagé il y a 1 an, pour ceux qui étaient présents à cette table ronde, sur des grands principes d'aménagement. Encore une fois, on met des pincettes, les choses évoluent tout le temps, mais en tout cas, ce on voit, c'est qu'on aura peut-être demain un meilleur équilibre sur l'usage des mètres carrés entre les besoins individuels et les besoins collectifs. On pense qu'on va beaucoup plus tendre vers du 50% de mètres carrés pour nous et 50% de mètres carrés pour moi, vu que le moi, c'est aussi pas mal déporté à la maison. Aujourd'hui, sur des aménagements assez classiques post-pandémie, on est plutôt sur du 80% moi et du 20% nous, qui étaient principalement des salles de réunion. Cette notion de passer d'espace fixe, figé, vers flexible, à la fois en termes de capacité à transformer l'aménagement, mais aussi cette flexibilité dans les modes de travail, de pouvoir être mobile dans l'espace. On questionne aussi la notion d'espace ouvert, espace fermé. On voit qu'aujourd'hui, le besoin, plus que les grands open space, c'est d'avoir aussi des petites enclaves pour pouvoir connecter sur Teams avec des collègues. Sur Shitty là, nous sommes 250 collaborateurs Steelcase. On avait déjà, nous, avant la pandémie, à peu près 40 salles de réunion.
aujourd'hui, la difficulté au bureau, c'est de trouver des salles de réunion. Et pourtant, on en a 40, alors de tailles très, très diverses. Hein. On avait déjà cette culture de la mobilité, de pouvoir vraiment rapidement m'isoler, qui était le pendant pour nous à l'open space. Mais aujourd'hui, ce qui manque, ce sont des salles de réunion, alors que nos open space sont généralement à moitié ou 2 tiers occupés. Et enfin, cette présence physique qui est les outils numériques, on en a déjà parlé un peu partout. Donc là, on vous montre, on refait un petit peu nos sites à l'aune de cette révolution dans les aménagements. Donc, ce sont nos bureaux, en fait, hein, que ce soit sur Paris, Madrid ou autres. Donc, voilà comment on a pu, nous, répondre à ces besoins à la fois collectifs. Hein. Vous voyez à droite des espaces de collaboration, mais en même temps de garder, comme on le voit en bas à gauche, des espaces où les gens peuvent vraiment travailler et se concentrer. Donc, mélanger besoins collectifs et individuels. Bernard, si tu passes à la slide d'après, on va passer assez vite. Hein. Espace fixe et espace flexible. Moi, j'aime beaucoup cette photo à gauche, là, très simple. Hein. Mais en effet, si on veut avoir cette équité, l'inclusion des gens à distance, bah là, on est tous au même niveau. Finalement, les gens qui sont à distance participent pleinement à la discussion. C'est très simple, hein, trois tables hautes. Tout le monde se voit et on peut avoir une discussion sur un format très différent qu'une table classique. Hauteur 720, quand quelqu'un se lève, ça devient le professeur et on l'écoute en silence. Beaucoup plus inclusif aussi pour des gens qui sont à distance. On voit en bas à droite notre salle de formation sur Paris. On voit aussi ce besoin de renforcer le côté corporate learning quand les gens reviennent au bureau, d'avoir des espaces où on peut partager le savoir, ce qui se fait moins naturellement avec des jours d'absence du bureau. Un mix espace ouvert, espace fermé. Donc, à gauche, vous avez le Work Life de Stelliquez à Paris. Grande table communautaire. On rentre dans ce qu'on appelle, nous, un work café. Hein, et c'est un vrai lieu de travail. Je pense que ce sont les mètres carrés les plus utilisés. Les gens travaillent aussi bien sur des bureaux pour pouvoir vraiment s'isoler, mais aussi collaborer ou travailler seul dans ce type d'espace un peu format coworking. Mais là, on est sûr d'être visible et de voir tout le monde. Quand moi je vais à Paris, je vais travailler là-bas. Je suis sûr que dans la journée, je vais pouvoir croiser tous mes collègues. Et en même temps, ce besoin de petites enclaves, hein, c'est évidemment l'essor des petites bulles acoustiques un peu partout pour soit s'isoler, soit passer un coup de fil ou faire un Teams à distance. Et la présence physique et outils numériques. Donc là, vous avez en bas à droite, par exemple, une très belle salle haussmannienne dans nos bureaux de Paris, où, encore une fois, toute la technologie est embarquée, beaucoup de réflexions aussi sur la lumière, comment éclairer les gens, les éléments acoustiques, etc. Ok, Marc, bien reçu la question. On y reviendra après. Ouais. Là, c'est un peu futuriste pour nous encore. Là. Et donc, on arrive, quand on prend cette expérience employée diverse et ses besoins à la fois individuels et d'entreprise, vers une nouvelle notion, un nouveau concept, alors que moi, je trouve plutôt sympathique, notion de quartier hybride. En fait, on se dit, on voit que les gens vont avoir différents modes de travail ou modes de vie dans les bureaux. Et si on pouvait transposer ce qu'on connaît, nous, par rapport à une ville, à un aménagement de bureaux. Dans une ville, on va avoir différents quartiers qui vont répondre à différents besoins. On va avoir des quartiers d'habitation, on va avoir des quartiers un peu centraux, commerciaux, ou lieux qui vont porter tous les aspects culturels d'une ville. On va avoir des quartiers peut-être plutôt de centres d'affaires, etc. Et donc, c'est là où, Cédric, on pourra peut-être répondre à votre question qui est importante. Cette notion de quartier, c'est finalement se dire, j'ai différentes personnes, différentes expériences à fournir. Je pourrais redéfinir non pas des aménagements purement par département, mais peut-être créer des camps de base pour des équipes, des individus. Alors ça peut être par département si on a un grand département,
Ça peut être aussi pour plusieurs départements qui pourraient partager des modes de travail similaires dans l'expérience profil employé qu'on avait vu auparavant. J'ai trois départements qui ont une majorité d'employés dits mobiles, par exemple. Je pourrais me dire, en rassemblant ces trois départements sur des besoins d'usage relativement similaires, et si, évidemment, ces départements sont en situation de collaboration, de travail d'équipe, je pourrais peut-être leur créer finalement un quartier à eux, adapté aux différents profils hybrides qu'on a pu voir auparavant. Ce qui veut dire que il y a un mot qui est très très compliqué à dire, je vais pouvoir avoir une reterritorialisation collective. Votre question, Cédric, venir au bureau, devenir un bureau flexible, le marqueur psychologique nécessaire dans le passage à plus de flex office, c'est de garder, évidemment, une notion, on l'avait vu dans les besoins individuels, d'appartenance. Donc, on pourrait dire aux personnes, ce n'est plus ton bureau, par contre, c'est ton quartier. C'est là où tu habites. Comme on va appartenir à un quartier au sein d'une ville, ce n'est plus ma place, mais c'est notre espace de travail. Et dès qu'on fait ça, on va évidemment, les gens vont se sentir appartenir à une communauté et donc accepter le fait de ne plus avoir son bureau, mais ils gardent quand même leurs espaces de travail. Et au sein du quartier, on va pouvoir, par rapport encore une fois aux différents profils, donc on va donner une couleur à ces différents quartiers, mais avoir toujours des espaces multimodaux pour allier à la fois le travail individuel et le travail collaboratif, évidemment avec des métiers et des tâches qui sont très hétérogènes. Là, c'est une notion que j'ai écoutée sur une conférence il y a 2 jours. Il nous parlait de solaboration. Pour pouvoir être efficace et productif en travail collectif, je dois, de manière cognitive, pouvoir aussi parfaitement m'isoler quand je dois me concentrer. L'un va avec l'autre. Je ne peux pas être en charge mentale cognitive quand je travaille seul et être vraiment productif quand je suis en situation de collaboration. Et donc, c'est peut-être par ce biais-là d'offrir aux gens leur quartier d'habitation, finalement, de travail, qu'on peut, si ça fait du sens, il n'y a aucun dogmatisme par rapport à Flex Office, mais des bureaux vides à 50% ou à 30%, c'est quand même un vrai souci de travailler dans un désert de bureaux. Ça peut être le pendant qui fait accepter aux collaborateurs, avec tout, encore une fois, cet écosystème d'espace où les gens vont, dans leur quartier, pouvoir naviguer. Au même titre que dans son quartier, on va avoir ses magasins, on va avoir sa boulangerie, on va avoir, etc. Et chaque quartier va avoir une couleur un peu différente. Et donc, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Différents quartiers. Encore une fois, un quartier pourrait être un département ou un grand quartier pourrait être plusieurs départements ensemble, qui fait du sens en termes de flux, de relations, de proximité et de profil de collaborateurs. Entre ces quartiers, on aura des espaces de socialisation qui ont un petit peu ce rôle de la place centrale, l'élément où les gens se réunissent entre quartiers et des lieux, pourquoi pas, de collaboration, de coworking pour des gens qui seraient plus des employés distants, qui n'appartiendraient pas à un quartier, mais quand ils viendraient, qui pourraient avoir une présence programmée de travail, si tant est que ce profil se développe. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas confondre la notion, et c'est souvent ce qui fait peur aux gens, entre le nomadisme. Je suis nomade. Moi, ici, sur Shitty Game, je suis nomade. Je suis présent sur site, 1 jour ou 2 jours par semaine avec beaucoup de déplacements. Mais quand je reviens, j'ai plein d'endroits où je vais travailler. J'ai aucun doute de trouver un espace adapté par rapport à mon besoin immédiat. Donc, on oppose la notion de nomadisme avec la notion d'errance. Et c'est, je pense, ça qui fait peur aux gens. C'est, le matin, j'arrive, je ne sais pas où m'asseoir, je vais errer dans l'espace pour désespérément trouver un lieu où m'installer. Mais si je sais que j'appartiens à un quartier, je vais naturellement aller dans mon quartier. Et là, j'aurai, encore une fois, tout mon écosystème de lieux de travail pour pouvoir
habiter pleinement mon quartier. C'est plus pour montrer l'écosystème d'espace où on va avoir peut-être, et tout dépendra encore une fois des profils employés, le nombre de profils dits résidents, nombre de profils dits mobiles ou à distance, mais j'aurai une proportion de bureaux qui seront peut-être attribués pour les gens dont ça fait beaucoup de sens, une autre proportion de bureaux qui seront peut-être non attribués, mais très confortables, où je peux vraiment pouvoir me poser et me concentrer sur ma tâche. Donc, toutes les notions après de proportion, trouver le bon ratio. Est-ce que j'ai 7, 8 bureaux pour 10 personnes pour mes employés mobiles? Un ratio 0,7-0,8, moi, j'ai jamais vu d'entreprise qui avait un problème de capacité. Avec les déplacements, les congés et le télétravail, 0,7-0,8, il y aura toujours des bureaux disponibles. J'aurai peut-être d'autres formes aussi de travail individuel, très ponctuel. Je dois me concentrer 1 heure sur quelque chose. Donc là, vous voyez au milieu à gauche des petites enclaves qu'on appelle les copices, où les gens vont rentrer dans une bulle et pouvoir se concentrer, répondre à des mails, etc. J'aurai, si je veux encore plus d'acoustique parce que je parle avec quelqu'un, j'aurai, on le voit en bas à droite, des petits lieux pour pouvoir m'isoler, des enclaves, et pouvoir pleinement communiquer ou faire une petite réunion bruyante, voire des grandes salles de réunion. J'aurai aussi peut-être au sein de mon quartier ma petite place centrale de mon quartier pour rencontrer mes collègues, pouvoir, on disait, créer de l'enthousiasme et sentir bien en revenant au bureau, donc des petits espaces un peu sociaux. Espace plutôt d'innovation. Quand on revient aussi, c'est avant tout pour du travail collectif, pouvoir décider, pouvoir avancer dans un projet, donc des lieux très flexibles, résilients, comme on disait, donc avec du mobilier qui peut se reconfigurer très rapidement par rapport à des besoins d'équipe. Donc, encore une fois, c'est pas une solution, il faut vraiment regarder par rapport aux besoins spécifiques de mon quartier. Et ce qui nous crée, cette grande communauté au travail, pour comment attirer les individus au bureau, ça c'est quand même un gros challenge. Quand ils reviennent, pouvoir stimuler leur engagement et leur productivité, qui est leur enthousiasme finalement, favoriser une adhésion à la culture. Quand les gens reviennent, il faut qu'ils soient pleinement plongés dans la culture d'entreprise et avec cette capacité d'adaptation des personnes. Alors c'est vrai, on avait aussi une conférence il y a quelques jours, on a une discussion autour de quand est-ce qu'on doit faire une enquête de satisfaction. Quand on change les modes de travail, il y a un temps d'adaptation, il faut que les gens puissent reprendre leurs repères. Quand on passe quelque chose de très monolithique, très rigide, chacun son bureau, chacun son endroit, etc., vers des choses beaucoup plus mobiles, il y a un temps pour trouver ses marques. Le management a un rôle prépondérant aussi là-dessus. Pas parce qu'on crée un espace agile que les gens vont l'être naturellement. Même si l'espace façonne le comportement, il n'empêche, il faut montrer aux gens, accompagner ces nouveaux modes de travail. Et souvent, nous, on fait une étude de satisfaction quelques mois, voire 6-8 mois, une fois que les gens ont vraiment pris leur marque. Et très souvent, on voit un vrai contentement et les gens nous disent non, mais jamais je reviendrai en arrière sur ce que j'avais auparavant. Mais encore une fois, éviter de faire une étude de satisfaction le lendemain d'un déménagement. C'est comme quand on prend un nouvel appartement, il y a toujours un temps d'adaptation par rapport à son nouvel appartement, par rapport à ce qu'on connaissait pendant des années auparavant. Voilà, donc ça c'est quelques recommandations. Bien recomprendre ces nouveaux schémas de mobilité, les différentes expériences de travail hybride de ses collaborateurs et en définir des grands profils, accompagner le changement. Il faut que les gens soient acteurs du changement, il faut des ambassadeurs, il faut cultiver de nouveaux comportements. Et très souvent, on voit beaucoup d'entreprises, parce que c'est moins risqué, expérimenter, mettre en place des espaces dits pilotes où les gens vont pouvoir se projeter vers de nouveaux espaces de travail, ce qui va rassurer, ce qui peut aussi créer de l'enthousiasme. Mais attention,
donner le temps aussi aux gens à comprendre, s'adapter, apprécier finalement ces nouveaux modes de travail. Ok, ben merci franchement Régis pour toutes ces informations. Je regarde dans le chat avant il y avait donc les remarques, notamment la question de Marc Trottmann qui est un petit peu sur les questions de métaverse. C'est un mot là-dessus. Bah, on a une équipe qui était à The Camp près d'Aix qui avait une discussion par rapport à ça. C'est vrai que ce qui se passe au niveau du métavers, c'est absolument incroyable. Je sais pas. Ça va rejoindre cette notion de phygital, là, de mélanger le physique et le digital. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je sais pas, mais il n'empêche que le lien physique, est prépondérant et les gens ont quand même besoin de se voir. Est-ce que moi je trouve ça un peu dommage qu'on se voit virtuellement demain. Un autre élément là-dessus, c'était intéressant, mais la tranche d'âge qui a le plus envie de revenir au bureau sont les 20-30 ans. Alors qu'on pourrait se dire, tiens, c'est eux qui sont peut-être les plus baignés dans la technologie, etc. Mais en fait, ceux qui reviennent le plus sont les plus jeunes. Ils n'ont pas encore la maison avec jardin. Hein. Alors voilà, ils n'ont pas la maison avec jardin. Bon, moi non plus, j'ai plus 20 ans. Deuxièmement, voilà, ils ont des conditions de travail à la maison qui vont être un petit peu complexes des fois. Et c'est souvent des gens qui démarrent dans un nouveau métier. Donc, ils ont besoin aussi de ce contact social, de vivre la relation politique, sociale de l'entreprise. Alors voilà, je sais pas jusqu'où ça va nous emmener ce métavers. J'espère qu'on vendra pas demain des bureaux SteelCase virtuels comme des baskets. Je reviens sur ce que tu disais en début. Ce qui est important, effectivement, c'est aussi tous. Et moi, je l'ai vraiment vu quand il y a eu le retour après les confinements. Tous ces échanges informels que tu as dans les couloirs, autour de la machine à café, tiens, tu croises cette personne, tu en profites pour lui parler de ça. Ça, clairement, on avait oublié que pendant les confinements, que ça disparaissait complètement. Et que c'est un enjeu que, notamment que ce soit des métaverses ou autres, auraient du mal à retrouver ces hasards des rencontres opportunes. Voilà. En fait. Ouais. La sérendipité, recréer des rituels aussi de vie commune. Cédric, est-ce que par rapport à cette approche de passer de ma place à notre espace, c'est quelque chose qui peut répondre aussi à votre interrogation? Je pense, en fin de compte, dans notre service, on a, enfin, je me fais l'avocat du diable, mais je pense qu'on a du mal à se projeter sur nous de partager le bureau, du flex office ou on a plus l'habitude de travailler à la rigueur à 4-5 dans un bureau ou 2-3 et de se retrouver au café ou autre, mais de se partager, enfin moi j'ai du mal à me projeter là-dessus, quoi. C'est pour ça que moi ce qui m'intéresse, c'est pour ça que ça m'intéressait une fois de plus de faire intervenir Régis. J'en profite quand même pour préciser parce que c'est vrai qu'à l'IS on a un gros projet, on travaille pas spécialement avec SteelCase dans les réflexions. Contre Régis, on en a déjà parlé, c'est toujours avec plaisir qu'il partage tous ces éléments de recherche parce que ça fait partie vraiment de l'inspiration, de booster les réflexions. On voit le champ des possibles. Nous, clairement, dans le cadre, si je reprends l'exemple de l'accompagnement, notamment au changement, c'est comme tu le dis, Cédric, c'est de voir quand même, et ce qu'évoquait quand même Régis, c'est bien de voir un peu par entité, enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'aborde, de voir un peu les besoins de chacun, pour essayer de comprendre ces besoins-là. Il s'agit pas tout d'un coup de bousculer ou de faire changer les envies des uns et des autres, c'est d'essayer de voir pour répondre au mieux finalement à ces besoins existants, ces besoins d'échange, en même temps au niveau de désilotage aussi un petit peu de l'entreprise, comment on favorise ces croisements finalement. Et c'est ces notions d'hybride effectivement qui voilà, ça fait partie de la réflexion effectivement au niveau des entités en fonction du taux de personnes qui seraient peut-être en télétravail ou autre, quelle est la part
pas de flex, il y a toujours des bureaux attribués, mais des espaces un petit peu différents en fonction de ces questions et de ces données à prendre en compte, évidemment. Voilà. Mais je me vois mal, tu vois, de partager, de dire, viens, on va s'isoler dans un coworking pour échanger, tu vois. Ça me paraît, enfin, pour moi, ça me paraît bizarre, tu vois, de se cloîtrer dans une salle de coworking comme ça peut l'être à l'avancée, tu vois, et d'échanger, au lieu de le faire comme on le fait peut-être dans un couloir ou comme aujourd'hui, tu vois. Moi, c'est ça qui me paraît bizarre, ou avant on avait un modèle avec, je sais pas, on pouvait se mettre dans une bulle, etc. Je sais pas, ça me paraît, de te mettre dans une bulle pendant 1 heure ou autre, je sais pas, ça me... C'est pour ça que ça fait partie. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie ça suscite des interrogations, ça suscite des questions, et pour moi, c'est important de se poser des questions, voilà, pour voir un peu les envies de susciter. Tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça, et de tenir compte de ce que les gens nous disent, pensent, évidemment, parce que ça dépend des métiers, ça dépend des personnes, comme l'a expliqué bien Régis avant, hein. Exactement, il n'y a pas de dogmatisme, hein. C'est pas du flex pour le flex. Hein. Après, c'est clair qu'il y a des métiers où tout dépend des métiers. Il y a des métiers qui sont pratiquement pas là la journée, ou qui sont là le matin, juste le soir. Ça, ok, mais ça, je pense qu'il faut vraiment le voir au cas par cas, ou par service par service, quoi. C'est bien comme ça. Et la réflexion, hein, c'est la notion c'est pas réduire les mètres carrés. Souvent, les gens voient flex office comme réduction. Non, c'est flex office comme réallocation des espaces. C'est-à-dire que si mon bureau est encore une fois utilisé à hauteur de 50%, voire moins, hein, enfin, mettez des capteurs sous les bureaux, hein, vous allez être surpris par les taux d'occupation réels. C'est de pouvoir récupérer ces mètres carrés. Alors, certes, peut-être pour faire un peu d'économie, parce que le télétravail a aussi à bouger un peu les éléments à ce niveau-là, mais c'est aussi pour pouvoir gagner en mètres carrés, pour faire plus avec des espaces collectifs, des espaces communs, des espaces où, quand les gens reviennent au bureau, est vraiment des lieux de collaboration. Donc, c'est pas de retirer pour retirer, c'est retirer pour faire autre chose. Tout est question après de proportion. Mais on y gagne collectivement. Alors, je vais peut-être y perdre personnellement. La notion de... toujours cette conférence là, je trouvais ça vraiment intéressant. Une personne qui disait, si Cédric, vous préférez une maison avec ou sans vis-à-vis? Vis-à-vis, mais avec son intimité, on va dire. Alors, voilà, vous préférez avoir une maison avec ou sans vis-à-vis? Moi, je vous dis, vous préférez avoir un bureau fermé ou un bureau ouvert? C'est la question. Enfin, ce qui est important, c'est comment on pose la question. C'est clair que je veux pas, j'ai pas envie d'habiter isolé dans un champ où il y a personne à 2 km à la ronde. Ça, je suis d'accord. Mais comment dire, c'est l'inverse, c'est que tout le monde répond, moi j'ai une maison sans vis-à-vis. Parce que si je pose la question aux gens, ils vont forcément me dire, bah oui, moi je veux un bureau tout seul, avec une clé où je peux fermer. Même si son mode de travail ne correspond pas du tout à du travail individuel. Pourquoi est-ce qu'on met les managers? Nous, à Shifty Game, depuis 2006, hein, on n'a plus de bureau manager fermé. Et les plus gros managers qu'on a ici n'ont pas de bureau attribué. Ils sont jamais là. Ils sont tout le temps en déplacement, tout le temps en réunion, etc. Donc, vous voyez, si on pose naturellement la question aux gens, est-ce que vous préférez un bureau fermé ou avec... comme Marc, vous parliez de votre carte postale, etc., avec vos posters, ou alors avoir un espace non attribué, bah, forcément, on va tous dire, moi je veux un bureau fermé. Je préfère avoir une grande maison avec un grand jardin qu'un appartement en centre-ville. Donc, vous voyez, c'est la façon dont on pose la question qui va être importante. C'est l'usage que l'on en fait derrière. Il nous reste 3 minutes. On voit que les discussions sont... passionné parce qu'évidemment il y a beaucoup d'émotions, d'intime dans tout ça. Il y a une notion que moi je fais le parallèle parce que finalement, comme je suis sur la transformation digitale, il y a eu un choix et que je trouve plutôt sain de l'avoir abordé par entité et par groupe dans les entités, parce qu'on voit bien qu'il y a cette notion individuelle et cette notion collective. Qu'est-ce que veut le groupe? Qu'est-ce que veut le collectif? Comment il veut fonctionner aussi? Et donc c'est pour ça que c'est un peu pas le curseur, mais
c'est 2 paramètres forts à prendre en compte, et c'est ce qui est prévu dans les mois à venir, dans les accompagnements et les réflexions qu'on aura avec les différentes entités, en fait. Voilà. En tout cas, je reviens juste sur la remarque de Marc sur vos cartes postales et vos décos personnels. Ce qu'on remarque, on a par exemple nous passé toute l'équipe finance, c'est à peu près 30 personnes sur un mode totalement flex office avec un ratio très sage, 0,8, il n'y a aucun problème de taux d'occupation. Et finalement, leur déco, leur appropriation à ma place, c'est déporté sur un énorme tableau blanc où ils ont fait ces Wine Finance Team et ils ont mis leurs photos de eux bébés sur ce tableau blanc. Et c'est là qu'on se dit, oui, là c'est gagné, parce que les gens, finalement, se gardent cette notion de territoire, c'est leur espace à eux, ils l'ont marqué, non pas avec des photos sur leur bureau, mais des photos d'équipe. Et c'est comme ça qu'ils gardent ce côté appropriation de c'est leur espace. Il y a beaucoup, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, chez nous au siège à Strasbourg, à l'Avancée, du côté ES Énergie, au 1er et 4e étage, il y a beaucoup ce management visuel qui est assez développé là-bas. C'est vraiment intéressant. Mais il faut que ce soit les gens qui le fassent. C'est pas l'entreprise qui va dire nos valeurs, etc. Non, c'est tout à fait. Qui s'approprient l'espace collectif. Exactement. Mais ils ont eu besoin de ce tableau qui marquait leur territoire en passant d'un mode résidentiel post-attribué à un mode totalement flexible. Okay. Et en faisant ça, ils ont gagné 3 salles de réunion qui leur manquaient cruellement. Régis, il est 59. Si je regarde dans le chat, je vois pas d'autres éléments. Je vais essayer de faire un montage de ce replay avec ces interruptions. Bref, je vais essayer de faire au mieux. En tout cas, merci à beaucoup Régis pour ces éléments que tu partages avec nous, pour que ce soit pour IS, pour Alsace Destination Tourisme ou autre qui était avec nous aujourd'hui. En tout cas, merci encore. Toujours un plaisir. Et puis je vous dis à toi, à très bientôt. Et puis aux uns et aux autres, bon appétit, bon après-midi. Bonne journée. À bientôt. Voilà. Bye bye tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.